Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour 52 minutes d'émission. C'est la rétro, dernière livraison de ce mois de juillet. Ce dimanche, votre magazine d'information s'intéresse aux effondrements d'immeubles survenus cette semaine et faisant de nombreux morts. D'abord, la ville de Douala, où le phénomène est plutôt récurrent et où un immeuble de 4 étages s'est effondré sur un autre bâtiment. Résidentiel, bilan 37 morts et 21 blessés, dont 5 en urgence absolue. Plus 2 jours après, c'était au tour de la ville de Ngaoundéré de pleurer ses 3 morts, une mère et ses 2 nourrissons, ensevelis sous les décombres d'un immeuble de 4 niveaux en construction. À la suite de ces drames, les autorités administratives sont descendues sur les lieux. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme également, qualifiant la situation de catastrophique. Au vu de la prolifération anarchique des immeubles menaçant ruine, n'est-il pas bon de pointer du doigt la responsabilité de l'État? Notre invité du jour nous permettra de faire la lumière sur la situation. Nous accueillons Franck Ndjamo. Il est ingénieur de génie civil, expert en construction. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci Janice. Bonjour chers téléspectateurs. Merci de me donner la parole aujourd'hui dans ton émission. Merci à vous d'être venu. Alors, un CV impressionnant, chef d'entreprise, Qualitas Construction, 15 ans d'expérience dans les domaines de l'ingénierie et de la construction, diplômé de l'École polytechnique de Montréal. On espère néanmoins que les réalités camerounaises ne vous sont pas étrangères. Non, je pense que le Canada n'était que mon tremplin pour la formation et le Cameroun m'a appris le métier. Alors, les effondrements d'immeubles dans le cadre de la gestion quotidienne de votre entreprise, Qualitas Construction, si je ne m'abuse, vous avez l'expertise pour pouvoir faire face à de nombreux cas comme cela. Alors, faire face à l'effondrement, peut-être pas, mais éviter l'effondrement définitivement, c'est notre travail tous les jours. Nous travaillons quand nous mettons en œuvre une structure à nous assurer que les règles de construction, les règles de l'art et puis les normes sont tout à fait respectées pour permettre que cette structure puisse durer dans le temps. En tout cas, avant d'aborder le fil conducteur de cette émission, dont le premier arrêt est les causes de ce type de désastre, je vous suggère de regarder le round-up de l'actu. C'est le bilan de toutes les informations majeures de la semaine. Entre autres, il y a eu l'histoire, la sordide histoire de ce revenant, le nommé Lucas Ndomo. Il y a eu le décès du chairman, en tout cas, qui entame son dernier voyage pour l'éternité, et la météo qui n'est pas des plus clémentes. On regarde et on se retrouve juste derrière. Lucas Ndomo en train de prendre de l'air frais ce mardi après-midi, ici devant le domicile de sa sœur aînée, au quartier Gousso à Yaoundé. 3 jours après son retour en famille, le supposé revenant semble être revenu pour de vrai. Pour les habitants de la maison, on vit comme s'il n'y avait pas eu d'histoire. Il mange bien. C'est tout. De là où il ne sait pas où il nous fait comprendre ceci, qu'il a vu. Et là, si cette phare, le voisinage, toujours surpris, ne souhaite partager avec nous sa stupéfaction. Néanmoins, d'après le neveu, aucun voisin ne s'est plaint de phénomènes surnaturels depuis le retour de Lucas. Jusqu'ici, personne n'a jamais, personne le matin avait voté la... La vie avec papa Lucas semble donc avoir repris son cours normal.
Même si ici l'on continue de croire avec force qu'il revient droit du royaume des morts. La thèse d'une confusion de corps, une fois de plus rejetée totalement. 400 personnes. Ça n'existe Côté de l'hôpital Jamo de Yaoundé, l'on apprend mais en caméra que Lucas Saint-Amand a bien été pris en charge au village de l'Amour. La famille aurait bien reconnu un cadavre qu'ils sont allés déposer par la suite à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Elle aurait même porté plainte contre le village de la morgue du centre Jamo pour mauvais traitement de leur frère. D'après la direction de l'hôpital, l'enquête ouverte avec les autorités étatiques se poursuit au fin de reconstituer la scène, toujours avec la forte probabilité qu'il y a une confusion quelque part. Larmes et cris de douleur. Jeudi noir pour les populations du lieu-dit Carrefour Don Bosco à Mimbomana Yaoundé. Ces épaves, c'est ce qui reste d'une fourgonnette qui a perdu le contrôle avant d'achever sa course dans cette station de service, envoyant directement à la mort ses deux occupants, le chauffeur et son convoyeur. D'après les témoins, le drame s'est produit aux environs de 8 heures. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux quelques minutes après, s'activent pour limiter les dégâts occasionnés par l'accident. Or, des victimes sont en attente d'identification avant un probable transfert à la morgue. Menace sur les populations des parties littorales et sud-ouest du Cameroun dans les prochains jours. Des inondations spectaculaires sont à craindre du fait de fortes averses annoncées en cette dernière décade du mois de juillet. À Douala par exemple, comme à Bakogo ou encore Boya dans le sud-ouest, les précipitations vont atteindre les 350 mm d'un changement dans la zone des hauts plateaux qui comprend l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a également danger sur les habitants des bas-fonds et flancs de collines. À Baham, Bamenda, Fundon, Bafoussam, Bazou, Tchao, et de coulées boueuses, avec les pluies qui oscilleront entre 90 et 330 mm. Il faut déguerpir rapidement. Il est vraiment important pour ces populations de prendre toutes les mesures afin soit de quitter momentanément ces espaces-là lorsque les fortes pluies que nous annonçons se déclenchent, avant de revenir peut-être plus tard, même si la mesure la plus efficace de notre point de vue se situe sur le moyen ou le long terme à travers un départ définitif de ces populations des zones à risque. Seulement au Cameroun, les populations ont encore du mal à intégrer dans leur quotidien le risque climatique. On voudrait atteindre un peu le niveau de ce qui se fait dans des pays tels que le Japon, où on est obligé de ce côté tous les jours de consulter les services de météorologie et prendre les dispositions qui s'imposent. Dans notre contexte, l'on appelle à une plus grande vigilance des populations afin que d'événements malheureux, comme ceux d'il y a peu à Douala et Gaoundéré, ne se reproduisent plus. Sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Franck Jamo, ingénieur de génie civil. Alors Franck, petite réaction à la suite de ce round-up de l'actu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, dans les éléments que j'ai vus dans le round-up, je vais déjà faire un petit clin d'œil aux revenants qui ressemble... Vous y croyez ou pas? En fait, ça m'a fait penser à la série Le Revenant, et j'ai trouvé que le monsieur ressemblait un peu à l'acteur, oui. Mais je n'y crois vraiment pas, donc laissons voir la suite. Vous êtes cartésien. Oui, exactement. Alors, on revient au sujet du jour, les effondrements d'immeubles. Alors, pour ce qui est de l'immeuble du quartier Ndokbo à Douala, la ministre du Développement urbain et de l'Habitat a fait le constat. Elle a qualifié la situation de catastrophique, signalant au passage que l'immeuble n'avait pas de permis de construire. À Ngaoundéré, c'était également un immeuble en construction dont il a été établi qu'il était construit sur un flanc de colline et ne respectait pas les conditions.
Quelles peuvent être, selon votre expérience, les causes des différents effondrements, mis à part cela? Tout d'abord, je rendre mes sincères condoléances aux familles des victimes qui, en ce moment, sont en train de vivre définitivement un calvaire. Je pense que le terme catastrophe de Madame le ministre, ça qualifie vraiment bien la situation qui s'est présentée à ce jour. Écoutez, je vais essayer tout au long de ma présentation ou bien de mon débat aujourd'hui d'utiliser des termes les plus simples possibles pour permettre aux gens de comprendre un peu qu'est-ce qui peut arriver et comment ça se fait qu'on en soit là. Pour faire simple, je vais revenir déjà quelles peuvent être les différentes causes de l'effondrement d'un bâtiment. Donc les grandes causes en fait. On va présenter la première qui peuvent être des causes externes. Donc une cause externe, ça veut dire qu'il peut y avoir des forces externes au bâtiment qui peuvent s'appliquer sur le bâtiment et le faire s'effondrer. Je peux prendre l'exemple le World Trade Center. Vous avez vu, les tours ont été frappées en plein fouet par les avions et donc ça a causé un effondrement de 2 tours parfaitement structurellement solides. Une deuxième cause, ça peut être le fait que le bâtiment en question soit sollicité beaucoup plus que ce pourquoi il avait été conçu. Donc, ça veut dire pour concevoir un bâtiment, il y a quelques éléments qui sont pris en compte, dont la résistance du sol, la structure en elle-même. Et donc, on fait des calculs incluant des coefficients de sécurité. Et si la charge qui est appliquée pendant l'utilisation du dit bâtiment dépasse ce pourquoi ça a été conçu, eh bien, ça peut causer effectivement un effondrement. La charge, si vous permettez, c'est quoi la charge? C'est-à-dire si on rajoute un cubiténaire ou bien si on rajoute un étage, qu'est-ce que vous qualifiez de charge? Alors, dans la conception du bâtiment, il y a 2 choses qui rentrent en compte au niveau des charges, 2 principales choses. Donc, le poids du bâtiment en lui-même et la charge de service. La charge de service, c'est ce pourquoi le bâtiment a été construit. Donc, dans le cas des habitations, on va parler de l'ensemble des éléments qui peuvent se retrouver dans une maison et les personnes qui y sont. Et donc, ça veut dire, si moi, je conçois mon bâtiment pour tenir 100 kilos pour chaque mètre carré et que vous venez en déposer 300, eh bien, définitivement, vous venez affecter la structure en elle-même si les facteurs de sécurité ne me permettent pas de couvrir jusqu'à 300 kilos par mètre carré. Ça, c'est les causes externes. Ce sont des causes... non, là maintenant, c'est les dépassements de sollicitation. Les causes externes, c'est plus les phénomènes naturels, des choses qui peuvent venir s'appliquer directement sur le bâtiment. Donc, parmi les causes externes, je n'ai pas mentionné, il peut y avoir des séismes ou alors des ouragans. Et on a vu tout à l'heure à l'actualité des glissements de terrain. Ce sont totalement des causes qui sont externes, qui ne pouvaient peut-être pas être décelées pendant la phase de conception. Et maintenant, la troisième, qui est, je pense, la plus répandue, c'est les erreurs dans tout le processus conception-réalisation du projet. Ce qui est très récurrent au Cameroun, puisque on a pour habitude, lorsqu'on veut construire, d'appeler son frère qui est maçon, d'appeler telle connaissance qui va vous couler une dalle. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas aussi des causes humaines, sociologiques à la limite? Pour répondre à cette question, je vais un peu vous présenter quel devrait être le circuit normal pour la réalisation d'un bâtiment. Donc, le bâtiment, il naît d'un besoin. Ça veut dire qu'il y a un client. Bon, moi, je considère comme un client parce qu'en tant que constructeur, donc on peut dire le promoteur d'un projet. Il a un besoin. Je veux un immeuble, je veux une maison, je veux un commerce. Donc, il a un besoin et lui, il veut voir son besoin s'implémenter. La première personne vers qui il doit se tourner, c'est un architecte. Donc, les clients, que nous, on appelle dans notre domaine le maître d'ouvrage, contactent un architecte qui, lui, est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre a pour mission de transformer le programme que le client a dans la tête en un plan. Donc, il faut qu'on puisse voir sur un papier qu'est-ce que le client a sur la tête. Et ensuite, il en découle un budget approximatif pour commencer. Et cet architecte a vraiment il a un rôle relativement central parce qu'il peut aussi conseiller au client quel est le meilleur constructeur avec qui il faut aller, quel est le meilleur bureau d'études. Donc, par la suite, il y a ce qu'on appelle l'ingénieur. Et l'ingénieur, lui, ou le bureau d'études, il a pour travail de s'assurer que ce que l'architecte a dessiné sur un plan, je peux le rendre structurellement solide. Je peux le rendre fiable, je peux le rendre durable.
Donc, il y a des calculs qui sont faits, des descentes de charge. Donc, descente de charge, en fait, c'est un terme trop technique, mais c'est pour dire qu'on s'assure que depuis le haut jusqu'à la fondation, que l'ensemble des forces, des sollicitations ou des objets qui sont placés sur le bâtiment puissent tenir. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes avant d'arriver à la partie de la construction proprement dite, où on choisit une entreprise pour réaliser le projet. Donc, en partant de là, vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs éléments dans lesquels, si les choses ne sont pas faites correctement, il peut y avoir des catastrophes. Ça, c'est le principe, mais si, comme dans le cas du Camerounais lambda, qui n'a pas suffisamment de moyens pour s'octroyer les services d'un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement. Quelle serait la solution de sécurité? Ne pas faire un bâtiment à R plus 1000 ou alors, je ne sais pas. Alors, vous avez commencé un début de solution. Donc, dans le cas, par exemple, du sujet qui est d'actualité, on a construit un bâtiment R plus 4. On aurait pu en faire un R plus 2, mais qui va durer dans le temps. Donc, et c'est ça le travail un peu de l'architecte au moment où il conseille le client. Quel est votre budget? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment est-ce qu'on peut faire dans votre budget pour arriver au résultat final? Donc, comme vous avez dit, effectivement, le maître d'ouvrage, qui est la personne qui a besoin de voir son projet se réaliser, il a un rôle clé. Il doit comprendre que si je veux avoir un produit de qualité qui va rester dans le temps et qui va respecter la sécurité des usagers, eh bien, il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que j'écoute les gens qui savent faire et il faudrait que je puisse justement suivre le processus qui est mis en place pour ça. Des usagers ou de sa propre famille, il faut le dire. Sa propre famille, il faut dire que les récents événements soulèvent aussi des problèmes de fond, notamment la question foncière dans un contexte où l'offre est nettement inférieure à la demande. Il faut aussi dire qu'en 2016, près de 500 immeubles avaient été identifiés à Douala qui ne respectaient pas les normes et qui menaçaient ruine jusqu'aujourd'hui, 2023. Rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a un état des lieux ou des chiffres qui concernent les zones à risque? Parce qu'il faut dire que l'effondrement d'immeubles ne commence pas à sa construction, ça commence même à l'acquisition du terrain. Alors, est-ce qu'il y a un état des lieux au niveau des zones à risque? Je ne pense pas. Mais le corps de métier de tout l'ensemble de la construction, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, partant de l'architecte jusqu'à la réalisation, est capable de conseiller et de vous dire, là, nous sommes dans une zone à risque. Pourquoi? Parce que pour construire un bâtiment, en fait, la structure d'un bâtiment, elle est faite de quoi? La fondation, que nous, dans les termes techniques, on appelle l'infrastructure, et le bâtiment en lui-même, donc la partie qui est visible, qui est la superstructure. Pour faire ça, pour construire les fondations, donc l'infrastructure, il faut connaître quelle est la capacité portante du sol sur lequel nous sommes en train de construire. Donc la capacité portante, ça veut dire tout simplement quel est le poids, si je veux faciliter en termes, quel est le poids que ce sol peut supporter. Voilà. Donc, et ça veut dire, il y a des forages qui sont faits, des sondages qui sont faits, il y a des études qui sont faites, et au sorti de là, on est capable de conseiller, l'entreprise de géotechnique qui a fait cette étude est capable de conseiller, OK, voici les solutions que nous préconisons pour tel type de bâtiment qui se trouve à tel endroit. Pour faire simple, pour construire une maison d'habitation, quel type de sol il nous faut? Le Camerounais lambda qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas les mêmes connaissances que vous, qui veut acheter son terrain ou il veut construire sa maison, ou le jeune de 26 ans qui a ses petites économies, de visu, comment est-ce qu'il détecte un sol viable pour une maison d'habitation? Alors, il y a une chose qui, on peut dire, comme vous avez dit, simple, qui est relativement simple. Quand vous êtes dans la zone de Douala, il faut comprendre que les sols dans la zone de Douala ont une capacité flottante généralement très faible. La nappe phréatique est assez élevée et avant d'arriver au bon sol, on rencontre beaucoup de mauvais sols. On rencontre vraiment toute une quantité de sols à curer avant de pouvoir vraiment mettre le projet en place. Donc, quand vous êtes dans la zone de Douala, vous pouvez tout de suite vous dire « Ah, ça va probablement nécessiter des fondations, pas des semelles isolées, ça va probablement nécessiter peut-être ce qu'on appelle un radier. » Donc, si vous avez vu souvent sur des terrains où on a coulé toute la surface avec des fers et tout ça, c'est ce qu'on appelle un radier.
Mais encore là, c'est des choses qu'il faudrait discuter. Dans la zone de Yaoundé, on a une capacité portante de sol généralement bonne. Donc, ça veut dire que vous allez voir que les constructions dans la zone de Yaoundé vont se faire beaucoup en semelles isolées. Semelles isolées, c'est beaucoup moins cher que le radier dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment des plots avec des semelles qui vont venir supporter le bâtiment. Mais est-ce qu'avec les yeux, vous êtes capable de savoir? Je vous dirais non. Une fois de plus, c'est important de se faire assister par un professionnel qui va pouvoir vous dire ce sol, voici ce qu'il peut porter. Parce que je peux vous dire que dans Yaoundé, il y a des endroits où vous allez construire et vous vous rendez compte que la capacité portante de sol n'est vraiment pas bonne. Les politiques publiques aussi n'aident pas beaucoup les citoyens, l'acquisition d'un terrain, le début des constructions, généralement. C'est a posteriori qu'on signale, qu'on acquiert le titre foncier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de complaisance quand même des autorités? Ça, c'est le point qui fâche, mais je tiens à dire que ce n'est pas juste de la complaisance. En fait, il y a un gros laxisme. Entre le temps où le client émet son besoin d'avoir un bien et le temps où on peut vraiment le mettre sur pied, si vous suivez la procédure normale, vous vous retrouvez à des années après le jour où le besoin a été émis. Ce qui fait que beaucoup de gens se retournent vers des raccourcis, prennent des solutions secondaires qui ne sont pas préconisées et qui justement peuvent amener à des catastrophes. Donc je pense effectivement qu'au niveau des communes urbaines, elles ont ce devoir parce que c'est elles qui valident, qui donnent ce qu'on appelle le permis de bâtir. Le permis de bâtir, c'est ce document-là que vous devez demander pour commencer quelconque construction ou même rénovation dans une certaine zone. Donc pour la zone en question, vous devez aller à la communauté urbaine de la zone. Donc vous allez, et il y a un certain nombre de documents qui sont demandés, vous pouvez leur solliciter la liste de ces documents. Vous vous faites accompagner encore une fois de plus par un professionnel qui vous aide à fournir ces documents et il y a la partie d'études par la communauté urbaine en question. De mon expérience, je suis tombé dans plusieurs cas où j'ai pris le dossier de façon subséquente et ce que j'ai trouvé dans le dossier, c'était des éléments de calcul qui ne tenaient pas forcément la route, mais que le permis était délivré. Donc je comprends qu'il doit y avoir probablement un laxisme, même dans le processus d'analyse de ces permis de bâtir. Avec de telles choses, c'est sûr qu'on court tout droit vers les problèmes. Il y a une autre question de fond qui se pose, celle de l'adéquation entre les politiques d'urbanisme et la démographie. Une démographie qui explose, qui n'est pas forcément contrôlée par les autorités compétentes, qui court un peu après l'urbanisation. Il faut après casser pour pouvoir faire des routes, des servitudes et autres. Comment résoudre ce problème? Comment vous, en tant qu'expert, quelle est la lecture que vous faites de ce phénomène? Mais déjà, je veux saluer l'action très dynamique de Madame le ministre parce que je me rends compte qu'elle est toujours présente dans les événements et elle essaye d'aider de son mieux possible dès qu'il y a des situations qui sont en place. Maintenant, si je prends le cas de son ministère, je pense qu'ils ont un portefeuille vraiment très large. C'est par eux que l'urbanisation de n'importe quelle communauté doit partir avant que les communautés urbaines ne puissent prendre la suite. Mais écoutez, aujourd'hui, l'heure, on peut dire, est grave. Quand on regarde les routes, quand on regarde les constructions anarchiques, quand on regarde tout ce qui est fait, on peut penser que c'est grave. Mais croyez-moi, Paris, aujourd'hui, ce à quoi ça ressemble, c'est à l'opposé total de ce à quoi ça ressemblait avant un certain roi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a fallu que quelqu'un tape le poing sur la table et décide que voici le plan de la ville que je veux. Je trace un cercle, l'arche. Je décide les grands axes que je veux avoir, donc tous les axes qui partent de l'arche, et je décide que je vais agrandir les routes. À partir de là, nous sommes l'État, nous avons le pouvoir de décider que nous voulons que notre pays ressemble à quelque chose de différent. Et à partir de là, s'il faut casser, on casse. Ça va faire des pertes pour les citoyens, pour moi, pour vous, mais ça va faire un gros gain pour la nation entière. Il y a également... Oui.
Donc, je pense que ce n'est pas tard, ce n'est pas alarmant. Il faut juste que quelque chose soit décidé d'être fait à un moment donné. Et quand la décision va être prise, je pense que les choses vont être beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Une notion qu'on a également du mal à intégrer, c'est celle du respect des normes en construction. Quelles sont-elles? Alors, si vous me demandez ce qu'elles sont, je pense qu'il y a tout un manuel de près d'1 millier de pages qui sont en place pour aider, que ce soit les ingénieurs ou tous les professionnels de la construction, à pouvoir implémenter un bâtiment. Mais les choses simples à faire, c'est, comme j'ai expliqué, il faut se faire accompagner par un expert. Donc, ça veut dire que l'expert, par exemple, de génie civil qui, lui, est on va dire, apte à calculer les charges dans une structure, va connaître l'ensemble des éléments, des normes et des conditions qu'il faut pour que cette structure-là soit pérenne. L'architecte va pouvoir vous dire, OK, une maison va avoir telle zone, tel dégagement par rapport à la prochaine maison. Elle doit avoir dans les couloirs telle zone de circulation. Il faudrait que le lavabo soit placé à telle place. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont qualifiés d'architectes au Cameroun sont vraiment aptes à pouvoir, ou d'ingénieurs sont aptes à pouvoir exercer un métier? Ça, c'est une autre question. Mais c'est que pour ceux qui connaissent et qui comprennent leur métier, eh bien, ils savent ce qu'il faut faire pour qu'on ait un résultat optimal. Est-ce que l'expert peut aussi vous garantir la qualité des outils, du matériel qui est utilisé pour le bâtiment? On a eu récemment la scabreuse affaire des fers contrefaits qui étaient sur le marché, sachant que c'est un domaine un peu clos. Est-ce que l'expert peut aussi nous garantir la qualité des éléments qui sont utilisés dans le chantier? Alors, je tiens déjà à préciser, effectivement, il y a un autre travail de nos institutions à pouvoir aider au contrôle de ce genre de choses. Vous avez parlé des fers, et ce n'est pas que des fers. Dans l'ensemble des matériaux qui se retrouvent dans une quincaillerie aujourd'hui, quand vous interrogez le quincailler du point de vue du commerçant, pas du point de vue de... Eh bien, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il me faut acheter le matériel qui passe le plus rapidement. Et en général, le matériel qui passe le plus rapidement, c'est quoi? C'est le moins cher. Et le moins cher, je vous promets, ça arrive dans le conteneur. Ah, on a mis telle chose, ça c'est des douanes, c'est vendu directement. Et dans tout le processus, il n'y a rien qui est fait pour s'assurer que ce matériau soit vraiment un matériau de qualité qui ne va pas poser de problème à l'usager, à celui qui va être à la fin dans la maison. Et ça, c'est un problème. Il y a ça. Maintenant, plus loin, toujours dans les matériaux, les entrepreneurs, ils ont une responsabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur devrait pouvoir maîtriser son circuit d'approvisionnement parce que pour couler 1 mètre cube de béton dans un chantier, vous devez faire une formulation de béton. La formulation de béton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le gravier de Lokbadjek et je prends le sable du Mungo à tel endroit et je mets telle quantité de béton, je vais avoir telle résistance de béton. Et ce ne sera pas la même chose que si vous prenez le sable ailleurs ou le gravier à une autre place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on dit, OK, il faut une brouette de ceci, 2 brouettes de cela. Et non, il y a une formulation de béton qui doit être mise en place. Et ça fait partie des matériaux. Ça fait partie de la responsabilité de l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on dit, c'est bien beau de dire que je vais aller chercher mon cousin, mon ami qui sait mettre 2-3 parpaings. Mais à la fin de la journée, est-ce que lui, il pense vraiment plus loin que le jour où vous allez entrer dans la maison? Parce que ce n'est pas que le jour où on va entrer dans la maison. Sachez qu'il y a une responsabilité décennale pour l'ensemble des intervenants. Donc l'entrepreneur, l'architecte, la maîtrise d'œuvre, ils ont tous une responsabilité décennale. Ça veut dire sur 10 ans, si quelque chose arrive au bâtiment, ben, leur responsabilité peut être engagée, dépendamment des actions de chacun dans le projet. Pour revenir à la catastrophe de Douala, vous avez jeté un coup d'œil à l'immeuble en question qui s'est effondré. Selon vous, a priori, comme ça, sans avoir peut-être été sur le terrain, quels ont été les péchés capitaux? Alors,
je vais prendre un commentaire, mais mon commentaire va être totalement sous réserve parce qu'effectivement, j'ai reçu certaines images. Quand je me suis rendu là, beaucoup des gravats avaient été évacués, donc je n'ai pas pu voir la majorité des choses. Mais ce que je peux vous dire, une chose qui m'a frappé tout de suite, c'est la qualité des matériaux. Donc, vous pouvez constater... Alors, donc c'est la qualité des matériaux. J'ai pu constater avec juste une section de béton que j'ai trouvé que peut-être on va voir ici à l'écran. Ok, si vous regardez, vous verrez que cette section de béton qui a été prise sur ce chantier, ben, il n'y a quasiment pas de gravier dans ce poteau. Il y a très peu de gravier, donc la teneur en gravier de ce poteau, de ce béton est totalement hors norme. Il est rempli de sable. Et définitivement, ça, c'est un béton qui n'est pas riche. Riche, ça veut dire que c'est un béton qui est bien dosé. Il est définitivement pas riche. De plus, quand je regarde les armatures, elles sont déjà érodées. Ça veut dire qu'elles étaient toutes proches. Quand j'ai analysé cette image, on peut voir que le recouvrement, il n'y avait quasiment pas de recouvrement. Le recouvrement, c'est pour avoir... il faut savoir que le fer qui est dans un béton doit rester dans le béton en tout temps. En aucun moment, on ne doit pouvoir voir un fer dans le béton. Pourquoi? Parce que ça va se corroder. Et aussitôt que ça se corrode, sa limite à l'élasticité, qui est sa capacité à pouvoir tenir, va être affectée immédiatement. Et ça, c'est la structure qui sera affectée. Donc, vous pouvez voir tout de suite que la qualité des matériaux a pu poser problème. Le deuxième problème aurait pu être celui des fondations. Je n'ai malheureusement pas pu voir exactement quel type de fondation qui a été, on a utilisé là-bas, mais ce que je peux vous dire des commentaires que j'ai entendus, c'est qu'il y avait des grandes fissures sur le bâtiment. Et ces fissures-là, elles peuvent venir de quoi? Dans la fondation, si par exemple dans la zone comme Douala, je vous ai dit, en général, on préconise des fondations en radier qui coûtent beaucoup plus cher. Si le client, pour faire des économies, a décidé de faire quelque chose d'autre que ce qui a été préconisé et qu'il a utilisé des semelles isolées et que ces dernières ont subi un tassement différentiel. Alors, tassement différentiel, ça veut dire qu'il y a un qui descend pendant que l'autre reste un peu plus haut. La structure, elle est rigide, elle n'est pas supposée bouger. Donc, s'il y a un bout de fondation qui descend pendant que l'autre reste plus haut, ben, il y a des fissures qui vont commencer à se créer sur le bâtiment. Et dans tout ce cycle, dans tout le cycle de charge et décharge du bâtiment, ces fissures vont finir par s'agrandir, monter jusqu'à ce qu'on puisse atteindre la fatalité, donc la rupture de l'ouvrage. Et il faut savoir que, pour clarifier pour les usagers, ce ne sont pas toutes les fissures qui sont fatales pour un bâtiment. D'ailleurs, la majorité des fissures que moi j'ai pu constater sur les chantiers, c'est des fissures dues au mauvais matériau qui a été utilisé pour, on peut dire, le crépissage ou bien le recouvrement du bâtiment. Mais ça, c'est des fissures qui ne sont pas jolies à voir, ça ne donne pas un aspect sérieux, mais ça ne veut pas forcément dire que l'intégrité structurelle de votre bâtiment est affectée. Si vous voyez la fissure, il faut pouvoir l'étudier dans le temps. Est-ce qu'elle s'agrandit? Est-ce qu'elle s'allonge? Est-ce qu'elle s'évase? Dès que vous pouvez mettre un doigt, donc à peu près 5 mm dans la fissure, sachez que là, vous avez un sérieux problème. Merci à Thierry Camteau pour ces images. Il nous a permis, grâce à sa promptitude, de vivre la scène du drame de Ndokbon, l'effondrement de cet immeuble qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Avant de continuer cet échange, permettez qu'on se plonge une fois de plus dans l'ambiance des actualités fortes qui ont meublé cette semaine. Nous le disions à l'entame de cette émission. On a eu le dernier voyage du chairman du SDI. John Frundi, qui est inhumé à Baba 2, son village natal, c'est dans le nord-ouest Cameroun. Il y a eu la participation du chef de l'État Paul Biya au sommet Russie-Afrique également. Cette sortie du président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui craint que les législatives et les municipales de février 2015 soient repoussées. On regarde et on se retrouve.
Maurice Kamto justifie ses craintes par un constat. Pour le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le pouvoir de Yaoundé a pris l'habitude de reporter les échéances, comme en 2007 et 2018, et ainsi entretenir le flou autour des élections. Un choix que le parti d'opposition qualifie d'antidémocratique et qu'il n'est pas prêt à accepter pour 2025. Le pouvoir et le RDPC veulent à chaque fois que la présidentielle ait lieu avant les législatives et les municipales, espérant ainsi avoir le bénéfice de la dynamique de la présidentielle qu'ils ont le fol espoir de gagner. Dans ce contexte, le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le respect du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales en 2025. Pour lui, rien ne peut justifier un éventuel report. Il évoque à ce sujet 5 arguments. D'abord, les échéances électorales sont fixées et connues depuis 5 ans. Ensuite, le délai est suffisant entre les élections législatives et municipales d'un côté et le scrutin présidentiel de l'autre, soit 8 mois. Troisième argument, la Constitution. Quatrième, la contrainte budgétaire. Si l'on considère le dernier report de 18 mois pour le mandat des députés et des conseillers municipaux, l'État avait dû, en conséquence, supporter les charges supplémentaires de fonctionnement de l'Assemblée nationale, ainsi que des 360 communes que compte le Cameroun. Cela fait près de 35 milliards pour l'Assemblée nationale, environ 25,2 milliards pour les communes et 2,08 milliards pour les communes d'arrondissement. À la question de savoir si les récentes démissions et exclusions de cadres enregistrés au sein du parti vont impacter la participation du MRC aux prochaines élections, Maurice Kamto se refuse à tout commentaire pour l'instant. Il fait ici la promesse d'organiser une session d'échange à ce sujet plus tard. Recueillement total, Ni John Frondi entre en scène pour présider depuis cet hôtel de la marque de l'hôpital général de Yaoundé l'un de ses tout derniers meetings terrestres. Mais pour l'accompagner cette fois, c'est la nation entière et pas seulement les militants du Social Democratic Front. Le chef de l'État, Paul Biya, est représenté par le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Jean Cueté conduit la forte délégation des membres du comité qui abordent ici leurs écharpes. Des personnalités se recrutent à tous les niveaux de l'appareil étatique. La classe politique rend hommage à un patriote, mais surtout un précurseur dans la lutte pour l'alternance démocratique au Cameroun. Le Frondi, c'est la rangueur des foules. C'est celui qui parle comme il avait cette capacité à traduire en des termes à leur niveau des masses populaires, les aspirations des masses populaires. C'est ça l'atout principal de Frondi. L'unité et l'indivisibilité du Cameroun étaient pour le chairman la ligne rouge qu'il ne fallait jamais franchir. Nous sommes très heureux de voir que ce message-là a produit un repère pour la classe politique camerounaise. C'est un monument qui a œuvré pour l'instauration de la démocratie, du multipartisme dans notre pays. Donc c'est une grosse perte pour la scène politique. Pour la cérémonie de mise en bière ce 27 juillet à l'hôpital général de Yaoundé, c'est la Presbyterian Church of Cameroon qui tient les commandes du culte. Ni John Frondi, décédé le 12 juin dernier des suites de maladies, sera porté en terre le samedi 29 juillet à Babadé, son village natal dans le nord-ouest, au cours d'obsèques officielles décrétées par le président de la République. Mais avant ce soir, le leader emblématique de l'opposition camerounaise recevra les hommages du peuple au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Quatre pays de plus prennent part au deuxième sommet Russie-Afrique. De 45 délégations présentes au tout premier sommet de Sochi en 2019, la liste des invités s'est étoffée
passant à 49 pays sur les 54 que compte le continent africain. Parmi eux, des pays où le groupe armé russe Wagner opère, à l'instar du Mali, la Libye, la République centrafricaine, le Soudan, le Mozambique et Madagascar pour les présences avérées. À cette liste, il faut ajouter la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Zimbabwe pour ce qui est des présences présumées. 17 chefs d'État ont tenu à marquer leur présence en Russie. Il s'agit de Paul Biya du Cameroun, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Macky Sall du Sénégal, entre autres. Quelques chefs d'État rencontreront le président Poutine en tête-à-tête. Les discussions auront pour point d'ancrage la sécurité alimentaire sur le continent. Et selon des experts en relations internationales, il serait plus intéressant que la Russie mette sa technologie au service de ses partenaires africains pour impulser le développement agricole sur le continent. De même, 7 chefs d'État prendront part à la réunion initiée en faveur de la résolution politique de la guerre russo-ukrainienne. Les pays participant à ce second sommet Russie-Afrique se recrutent aux 4 coins du continent. Mais il faut rester vigilant après les tensions suscitées par la guerre en Ukraine. L'ex-empire soviétique a été mis en minorité, d'où la recherche de nouveaux amis. Et du côté africain, l'on a besoin de changements partenarial. Mais pour quel but? Là se trouve la question centrale. Et ce dimanche, on ne parle pas de sécurité alimentaire, mais bien sûr de sécurité dans le domaine des bâtiments. Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de notre expert du jour. Il s'appelle Franck Diamant, ingénieur civil. Alors, dans la ville de Douala, on observe beaucoup les autorités se plaignent que les habitations sont faites sur les draps, dans des marécages, sur les flancs de collines, à Yaoundé par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de scénario? Je pense que les réglementations en place doivent être beaucoup plus sévères. Et je crois que l'action des administrations doit s'intensifier. S'il y a, et je pense, en tant que gouvernement, ce qu'on veut, c'est la sécurité de notre population. Mais effectivement, cela passe par un certain nombre de processus qui, parfois, incluent de mettre des finances en place. Mais ce que moi je pense, c'est qu'en intensifiant les contrôles, en augmentant, en densifiant le processus de contrôle en général et en le rendant plus qualitatif, on est même capable de générer des revenus pour l'État. Parce que quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si je vous dis que on a mis plus de 1000 agents à l'extérieur pour aller déceler quels sont les gens qui sont en train de construire et qui ne sont pas en règle, mais ces personnes-là vont revenir avec des gens qui auront des pénalités à payer et qui auront vraiment des chantiers arrêtés. Et ça, c'est des revenus. Donc, qui pourront payer ces personnes-là qui, justement, sont en train de travailler. De l'autre côté, dans leur bureau, il faut mettre en place il faut pouvoir avoir des ingénieurs qui sont capables de vraiment valider qu'est-ce qu'ils reçoivent comme plan ou bien comme dossier en général. C'est-à-dire que quand on donne un permis de bâtir, il faut que il y ait un suivi qui soit fait. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a reçu la documentation et le moment où le bâtiment est terminé, qu'il y ait vraiment un suivi serré. Ça veut dire qu'on a vraiment lu les documents, les notes de calcul ont vraiment été validées, on s'est assuré que ce qui est écrit, ça fonctionne, que ça va vraiment rester, ça va tenir, et la sécurité du citoyen ne sera pas engagée. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Parce que les citoyens aujourd'hui, ils veulent désespérément gagner leur vie, ils veulent désespérément avoir un logement, ils veulent désespérément s'en sortir avec le moins de moyens qu'ils ont. Donc, on n'a pas forcément urbanisé les zones en général. En général, on ne va pas vous dire qu'on est arrivé tout de suite, il y avait des routes, il y avait l'eau, il y avait les terrains sur lesquels on allait être construits sont clairs. Pour l'instant, on est dans une urbanisation relativement anarchique. Mais pendant qu'on est dans ce processus-là, au moins intensifier le processus de contrôle pour qu'on puisse
sortir de cette impasse. Et pourtant, même ce contrôle-là est pointé du doigt souvent par les Camerounais qui accusent souvent les éléments en charge de ce contrôle-là d'obéir juste à la corruption, à l'argent. On va vous mettre une croix rouge sur votre maison, la croix de Saint-André. Et après quelques billets de banque plus tard, vous aurez la possibilité de construire et plus aucun contrôle ne sera fait. Est-ce que véritablement le verre est dans le fruit? Je ne saurais affirmer ou démentir votre point, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté que la Croix-Rouge n'effraie plus grand monde. Avant, c'était une hantise d'avoir cette croix qui disait communauté urbaine. C'était une hantise. Quand les gens voyaient ça, c'était « oh, ça c'est une épée de Damoclès sur ma tête ». Mais maintenant, quand les gens voient ça, ils savent que on va faire ce qu'il faut faire pour que le dossier avance. Malheureusement, c'est le cas, mais je crois que peut-être effectivement, il y a ce fléau qui frappe pas que la communauté urbaine, mais la nation en général. Je pense qu'on devrait pouvoir adresser les institutions en place, je pense, ont mis des organismes pour pouvoir adresser cela, mais il faut que les actions soient intensifiées. C'est vrai que dans vos développements préalables, vous avez parlé de la référence à un expert, un ingénieur pour pouvoir réaliser nos constructions. Mais puisqu'on vous a sur le plateau, on a envie de vous demander, pour ceux des Camerounais qui ne peuvent pas s'octroyer les service d'un expert, d'un ingénieur, pour ceux qui ont les budgets serrés, quel est le circuit, le canevas à suivre de l'acquisition du terrain jusqu'à l'habitation? Alors, ça c'est un problème auquel on fait face tous les jours. Et ma réponse à ça revient toujours à la même. Il faut prendre le temps de mûrir votre projet. Si vous pensez que vous devez prendre les raccourcis pour arriver à vos fins sur votre projet, ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas prêt à mettre ce projet en place. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va ralentir l'évolution des projets? Peut-être, mais ce que ça veut dire, c'est que ça va augmenter en qualité. Aujourd'hui, si vous mettez un investissement de, je ne sais pas moi, 20 millions pour construire votre petite demeure, gentille demeure, vous avez travaillé à la sueur de vos fronts pour l'avoir, et qu'on vous dit demain que ces 20 millions, ils ne valent rien parce que ces matériaux ou ceux-ci qu'on a utilisés, ce n'était pas de la bonne qualité. Vos enfants et vous, vous risquez votre vie à l'intérieur de votre bâtiment. Mais je pense que vous vous direz, j'aurais peut-être dû attendre un peu ou construire une plus petite maison. Je pense que ça, c'est... Il ne faut pas se mentir, le maître d'ouvrage est une pièce maîtresse dans ce projet de construction. On veut, nous les professionnels, vous accompagner de la meilleure des façons. Mais il faudrait aussi que le maître d'ouvrage comprenne que vous maîtrisez la partie apport des finances, vous maîtrisez la partie c'est quoi que vous voulez, mais faites confiance à quelqu'un qui va vous dire et qui va vous accompagner de votre idée qui est dans votre tête à l'implémentation de quelque chose qui est durable. J'ai l'impression que la façon que je réponds a l'air de tourner autour du pot, mais en gros, c'est de dire si les moyens ne sont pas encore présents pour pouvoir vraiment mettre tout le processus en place pour avoir votre construction, je ne pourrais jamais encourager quelqu'un de prendre un raccourci. Et je pense que ce ne serait pas la bonne façon de faire avec les actualités en plus en ce moment. Vous comprenez que c'est encore plus important de s'entourer des bonnes personnes. Alors nous acheminons vers la fin de ce programme. Franck Djamo, on aborde la prévention des catastrophes. Il faut dire que la prévention des risques aujourd'hui est un domaine à part entière des sciences sociales. Quelles sont par exemple dans le secteur du bâtiment les mesures à prendre pour pouvoir prévenir ce type de catastrophe, que ce soit avant, pendant ou après le chantier? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de tous les intervenants dans un projet de construction. J'ai commencé par le maître d'ouvrage. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le maître d'ouvrage comprenne qu'il doit s'entourer de professionnels pour faire son projet, comme je vous ai dit. C'est très important. Ensuite, quand on arrive au niveau de l'architecte, il faut que ce soit un architecte vraiment qui soit professionnel, qui sache ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui,
on fait faire ses plans par le cousin au quartier, par le petit frère. Je comprends que les gens se retrouvent dans des situations financières qui sont difficiles, mais je vous assure que d'être dans une maison où la circulation de l'air ne convient pas à une vie conviviale, dans la maison, où on se rend compte que quand on marche dans un couloir, on est capable on se cogne, ce n'est pas aisé, mais en fait, on a pris des raccourcis là où il n'en fallait pas. La partie de la planification est tout aussi importante. Donc, il y a ça, pour moi, qui est... je continue, il y a l'entrepreneur. Au niveau de l'entrepreneur, vous devez absolument vous accompagner d'un entrepreneur qui, va utiliser des matériaux de qualité, 2, va pouvoir utiliser des dispositions constructives, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Les dispositions constructives, c'est quoi? Vous êtes capable de mettre, si vous connaissez un peu les fers, ce qu'on appelle les fers de 6, c'est des grosses barres de fer, des petites barres de fer. Les fers de 20, elles sont plus grosses. Mais vous pouvez mettre une barre de fer de 20 dans une poutre, dans votre structure. Mais si vous ne les avez pas accrochées au bon endroit, cette barre, elle ne sert à rien. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas qualifié, la première personne à avoir une truelle, il vous dit, ouais, ici, il faut absolument du fer de 20, et il la met sans l'accrocher là où elle doit être accrochée, vous avez définitivement une structure qui arrive. Donc, encore une fois de plus, pour moi, une bonne partie de prévention commence, par le promoteur lui-même. Si on vous dit que votre bâtiment ou bien votre sol peut accueillir une structure RE+2, mais n'en faites pas R+12. Là, je fais référence à, je pense que vous avez vu à Douala, cet immeuble qui est entre Bonanjo et Akwa, pas loin de l'église, ce grand immeuble carrelé. Je pense qu'il a fait un peu les choux gras dernièrement sur les réseaux, les médias sociaux. Cet immeuble, de ce que j'ai lu du rapport, il était prévu, 2 parties de l'immeuble étaient prévues pour être construit en R+2 et on se retrouve en R+12. Ce bâtiment, depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais j'ai l'impression qu'il existe là depuis pour toujours. Aujourd'hui, il est déjà exploité. Il y a des gens dans ce bâtiment qui l'exploitent pour des activités de boissons et tout ça. Mais ce bâtiment, son intégrité structurelle n'a pas été démontrée. Jusqu'aujourd'hui, on essaie de régler des problèmes dans ce bâtiment. Mais ça, c'est parce que, je pense, à un moment donné, il y a un client qui a dit, moi, je ne veux pas 200 chambres, j'en veux 400. Ça va me faire rentabiliser mon projet plus rapidement. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on vous a conseillé de mettre ça, allez vers ce qu'on vous a conseillé. Et c'est un élément qui est vraiment, vraiment, je pense, la pièce centrale aussi d'un projet comme ça, c'est vraiment le promoteur. Il faut qu'il puisse être conscient que si je me suis accompagné, je me suis fait accompagner par les bonnes personnes, il faut que je les écoute. Merci pour cette contribution. Merci infiniment pour vos lumières. Je pense que le message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Janice. J'espère que j'ai pu apporter des éclaircissements. De toute façon, je pense qu'on est sur un sujet qui est d'actualité et je vais donner à moi le maximum possible, non seulement pour informer les gens, mais pour toujours construire des choses qui vont durer dans le temps et qui seront belles. Merci. Vous l'avez compris, la vie humaine n'a pas de prix pour tous vos projets de construction. Il serait idéal de vous faire accompagner d'un expert qui s'y connaît, même si les moyens sont modiques. Nous, on espère avoir apporté un peu d'eau à votre moulin. Les programmes de Canal 2 se poursuivent. La rétro top de fin pour ce dimanche, mais les programmes de Canal 2 se poursuivent avec la grand-messe du dimanche. Canal Presse sera dans quelques heures seulement. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, toujours pour un autre épisode. Nous serons en août. Que la faveur soit sur vous durant ce mois qui commence. On se retrouve. À bientôt. Bye.